Bonjour à tous et bienvenue à la section 3.2 du cours électricité et magnétisme. On va parler ici de résistivité. Donc c'est une petite section, mais on va se concentrer ici sur les résistances. Donc essentiellement, comment qu'on fait pour construire une résistance, donc quelle forme faut donner et quel matériel choisir pour construire une résistance d'une valeur donnée. Donc question, l'ingénieur là, qui veut produire une résistance, là, il travaille dans une usine puis il a besoin d'une résistance de telle valeur très précise pour construire un circuit qui va aller à l'intérieur du prochain téléphone, disons. Comment il fait pour choisir la bonne résistance? Bien, il y a plusieurs choix. Tout d'abord, il peut choisir la forme de la résistance. Donc, il peut la faire plus longue, plus large, moins large. Puis, il peut aussi, bien évidemment, choisir le matériel avec quoi il va construire la résistance. Donc, il y a toute une science sur les matériaux. Il y a des gens qui passent leur vie à juste rechercher des nouveaux matériaux pour des nouvelles caractéristiques. Donc, on en connaît bien entendu déjà beaucoup. Donc, je vous donne là, une petite liste, là, on s'entend, là, la vraie liste, là, elle est quasiment infinie, là, tellement on connaît beaucoup de matériaux de nos jours, mais essentiellement, une des caractéristiques des matériaux, c'est ce qu'on appelle la résistivité. La résistivité, c'est donné par la lettre grecque rho, que vous voyez ici. Et cette résistivité-là, elle est donnée dans une unité un peu spéciale, ce sont des ohms fois des mètres. Et là, vous voyez que pour chaque matériel, la résistivité change beaucoup. Donc, pour des métaux, genre cuivre, aluminium, tungstène, on est dans l'ordre de quelque chose fois 10 à la moins 7 ou fois 10 à la moins 8 ohms fois mètre. Le sang, qui est juste un petit peu plus conducteur que l'eau, on est à 0,2. Le silicium, 1000, puis le verre ou le plastique, c'est dans les environs de 10 à la 12. Fait que vous voyez que ça varie beaucoup. Ce qui nous permet de classer des matériaux comme bons conducteurs et bon isolants, c'est cette valeur-là, de la résistivité. Autrement dit, quelque chose qui a une résistivité très faible, donc en dessous de 10 à la moins 4, donc par exemple cuivre, aluminium, tungstène, ben, le nom le dit, c'est de la résistivité. Donc à quel point est-ce que ces matériaux-là vont naturellement vouloir résister au passage du courant? Ben, c'est faible. Donc, ça veut dire que ces matériaux-là, ce sont des bons conducteurs. Pas pour rien qu'on fait des fils conducteurs avec des métaux, genre cuivre et aluminium. À l'inverse, si la résistivité est supérieure à 10 à la 10, on s'entend ici, c'est rien de parfait, c'est des ordres de grandeur. Mais là, on comprend qu'une résistivité qui est haute, ça veut dire que c'est un matériel qui résiste beaucoup au passage du courant. Donc, ces matériaux-là sont des bons isolants. Qu'effectivement, le verre et le plastique, ben, c'est des bons isolants électriques parce que ça a une résistivité qui est très grande. Mais on s'entend, là, il n'y a pas de... il n'y a pas de limite à couper au couteau ici. Il n'y a rien de parfait. T'sais, même un bon isolant, si tu lui donnes beaucoup de différences de potentiel, il peut finir par conduire du courant. Tu sais, le bon exemple, c'est le corps humain. Là, okay? Le corps humain est principalement fait d'eau. Donc, vous voyez un peu donc notre sang ici. Là, on est exactement entre les deux. Tu sais, on a une valeur de 0,2, OK. Donc, on n'est pas un bon conducteur, on n'est pas un bon isolant, on est quelque part entre les deux. Fait que, naturellement, on n'a pas tendance à conduire le courant, sauf que si tu appliques une différence de potentiel suffisamment grande à chacun de mes extrémités de deux doigts, par exemple, ben là, si la différence de potentiel est assez grande, il y a du courant qui va passer, là. Et donc, c'est pour ça que le corps humain, malheureusement, il peut se faire frapper par la foudre. Parce que la foudre, c'est une différence de potentiel qui est très, très grande. Donc, si la foudre décide de passer par le corps humain, ben soudainement, là, oui, on est capable de conduire du courant. C'est juste que c'est plus difficile naturellement que de faire passer le courant à travers le cuivre. Donc, la résistivité, je vous avais présenté tantôt les petites résistances là, qui ressemblaient à des cylindres. Je dis tantôt, mais je fais référence à la section 3.1, en fait. Là. Donc, les petites résistances, c'est comme des petits cylindres ici. Donc, vous voyez qu'on peut faire varier, par exemple, la longueur de mon cylindre, elle. On peut faire varier aussi l'air
de la section qu'on appelle du résisteur qui est là. Et donc, la résistance totale de ma petite résistance cylindrique ici, ça va être ma résistivité qui dépend du matériel, multiplié par la longueur de mon résisteur, divisé par l'aire de sa section. Okay? Fait que, juste avec ces trois paramètres-là, l'ingénieur pourrait essentiellement construire la résistance qu'il veut, avec le matériel qu'il veut, avec les dimensions qu'il veut, puis ça donnerait une résistance là, comme il veut. Soit une petite résistance, soit une grosse résistance, c'est lui qui décide. L'effet de la température. Pour un matériel typique, un métal typique, pardon, qui d'habitude, un métal, on s'entend, là, ça conduit bien le courant, bien, on se rend compte que même le métal qui naturellement conduit bien le courant, si tu augmentes sa température, donc si tu le chauffes, il va se mettre à avoir une résistivité de plus en plus grande. Fait que c'est pour ça que pour avoir des circuits qui fonctionnent le plus efficacement possible, tu veux une résistivité la plus basse possible, donc tu veux une température la plus basse possible. Et il existe un cas extrême qui s'appelle la supraconductivité, c'est-à-dire que pour certains matériels, si tu diminues leur température suffisamment, vous voyez, la résistivité, elle atteint un creux. Là. Soudainement, elle tombe à 0. Ça, c'est ce qu'on appelle être dans un état de supraconduction. Donc, ce sont des supraconducteurs. Et donc, ça ici, c'est super efficace parce que quand on est à une résistivité de 0, mon matériel ne résiste plus du tout au passage du courant. Donc là, j'arrête de perdre de l'efficacité sous forme de chaleur. Et donc, ça serait vraiment là, idéal pour conduire du courant là, sur des grandes distances. T'sais. Comprenez bien que le courant qu'on produit, là, par exemple, au Québec, là, on les produit grâce à des barrages. Et les barrages, ils ne sont pas dans le centre-ville de Montréal. Puis pourtant, c'est dans le centre-ville de Montréal qu'on a besoin du plus de courant. Donc, le courant qui est produit au barrage à la baie James, à plusieurs centaines de kilomètres de Montréal, ben, il faut l'amener à Montréal. Fait que sur tout le trajet, le courant qui passe dans tous les fils de tous les pylônes électriques, on perd globalement beaucoup d'énergie sous forme de chaleur. Fait que l'idée de développer des matériaux nouveaux, c'est qu'on essaie d'avoir une résistivité la plus faible possible pour essentiellement qu'on perde le moins de chaleur possible sous forme perdre le moins de courant possible sous forme de chaleur, pardon. Et donc, ça serait vraiment un rêve. Là. Si on pouvait avoir tous nos fils électriques là, dans cet état-là de supraconduction, ça serait magnifique. Le problème, c'est que dans le moment, avec les matériaux qu'on connaît, la température critique est vraiment ultra basse. Là. Vous voyez deux exemples ici. Là. On est proche du zéro absolu. Là. Moins 266 degrés Celsius, je ne sais pas si vous le savez, là, mais pour maintenir un métal à cette température-là, c'est pas réaliste. Là. C'est juste pas réaliste. Fait que dans le moment, on n'est pas capable de vraiment l'utiliser de façon efficace, mais sans vraiment atteindre cet état de supraconduction-là, on peut quand même vouloir développer des matériaux qui ont une résistivité le plus faible possible. Ça reste ça quand même, là, l'objectif ici. Là. OK, exercice 3.2.4. Donc, on veut identifier le matériel, sachant les choses suivantes. Donc, on a un fil de 100 mètres de longueur et de 1 mm de rayon. Il est constitué d'un matériel inconnu. Et notre but, c'est de venir déterminer c'est quoi ce matériel-là. On remarque que lorsqu'on applique une différence de potentiel de 8 volts à ses extrémités, un courant de 9 ampères circule dans le fil. Donc, de quel matériel s'agit-il? Bon, bien, plusieurs choses. Tout d'abord, on peut utiliser l'équation qu'on vient de voir à cette section-ci. Donc, la résistance d'un fil, c'est ρ fois L divisé par A. L, c'est la longueur du fil, je le connais, c'est 100 mètres. A, c'est l'aire de la section du résisteur. Donc, vous voyez, mon fil ici, on peut s'imaginer que c'est un très long cylindre de 100 mètres. Là. Donc, l'aire de sa section, c'est l'aire d'un petit cercle. Okay? Fait que dans mon énoncé ici, on donnait 1 mm de rayon. Donc, mon aire, ça va être l'aire d'un cercle, pi r carré, où est-ce que r, c'est 1 mm de rayon que j'ai mis en mètres. Bien, bien important. Ensuite, l'autre équation que je vais avoir besoin, c'est la loi d'Ohm qu'on a vue à la section 3.1, delta V égale à RI. Dans mon énoncé, on me donne
la différence de potentiel, 8 volts, et on me donne le courant, I. Donc, de cette deuxième équation-là, je peux isoler R. Ça me donne ça ici. R est donc égal à delta V sur I, c'est-à-dire 8 neuvièmes. Donc là, finalement, je vais pouvoir faire de la comparaison. Parce que ce R-là qui est égal à ça ici, il faut que ce soit égal à ce R-là qui vaut 8 neuvièmes. Donc, R égale à R, je vais prendre cette portion-là ici, puis de l'autre côté, il faut que ce soit égal à 8 neuvièmes. Bon, je vous épargne les détails de l'isolation. Là, on vient isoler le ρ qui est là, et dans ce cas-ci, on obtient 2,7 fois 10 à la moins 8 ohms fois mètre. Et donc ensuite, dernière étape, pour identifier le matériel, là, il s'agit simplement d'aller regarder dans une table qui contient une liste de matériel avec la résistivité. Comprenez que pour chaque matériel qu'on connaît de nos jours, on connaît déjà sa résistivité, c'est-à-dire qu'on a fait des tests, on sait ce que ça vaut. Donc évidemment, des valeurs comme ça, on n'apprend pas ça par cœur. On va vous donner des tables de ça dans un examen, par exemple. Fait que vous pourriez juste venir associer l'aluminium, c'est pas mal ce qu'on a ici, 2,7 fois 10 à la moins 8. Donc, on a identifié mon matériel ici, c'est de l'aluminium.